Salut à toutes et à tous. Vous écoutez French Listen, le podcast pour pratiquer le français sans stress et, espérons-le, sans trop de blocage. Moi, c'est Sandra. Peggy. Connais. Et moi, c'est Bernard. Et franchement, je suis super content d'être là, surtout pour cet épisode. Parce que si, comme nous, vous avez déjà eu envie d'ouvrir la bouche en français, puis rien, le grand vide, vous allez vous sentir moins seul aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui on va décortiquer 7 astuces très simples, mais vraiment utiles pour parler français avec plus d'aisance. Et, disons-le, avec un peu plus de fun aussi, parce que se marrer de ses erreurs, c'est déjà avancé. Exactement. Et on a quelques anecdotes un peu embarrassantes. Hein, Sandra? Tu veux commencer direct avec notre tout premier sujet? Ah, la fameuse question. Tu sais, même moi, la première fois que j'ai dû faire une interview. Alors attends, c'était à Lyon, il y avait ce botaniste hyper réputé. Moi, j'étais tétanisée. Vraiment, j'avais la gorge sèche, j'avais peur de me tromper, de passer pour une touriste. Tu connais cette sensation, Bernard, non? Oh, mais complètement. Voilà, je me souviens d'une conférence à Paris. Je m'étais bien préparé, et puis en plein milieu, pouf, plus rien. J'ai bafouillé un truc en anglais. Thank you for your... Puis, finalement, je suis revenu au français, mais j'étais, rouge tomate. Mais c'est tellement humain. Souvent, ce qui nous bloque, c'est la peur du regard des autres. Ou, attends, peut-être le manque de vocabulaire? Moi, je mélange tout. Genre, au marché, tu veux demander une botte de carottes, mais tu dis « poulet » et là, c'est la honte. Oui. Ou alors, moi j'ai déjà confondu travail et traversin dans une boutique. C'est gênant, hein? Et au boulot, t'as déjà eu un bug devant ton ordi, genre, comment on dit spreadsheet déjà? Ah là là, on a tous nos blocages. Parfois même dans un café, demander juste un café allongé et on bégaye. Bref, il y a toujours une situation où on bloque. Mais bonne nouvelle, on a 7 astuces pour débloquer tout ça. Qu'est-ce t'en dis? Ok. Alors, première astuce toute simple. Respirer avant de parler. Je sais, ça paraît presque trop basique. Mais honnêtement, chaque fois que je sens le stress monter, genre avant une interview ou là, en podcast, je m'arrête une seconde, je respire et ça va déjà beaucoup mieux. Oui, et moi, la mienne, c'est de répéter des phrases courtes chaque jour, même sous la douche. Je sais, ça a l'air un peu bizarre, mais croyez-moi, c'est efficace. Je le fais en italien et ça rentre vraiment rapidement. Vous pouvez essayer avec « Comment ça va ?» ou « Je voudrais un croissant, s'il vous plaît ». Troisième astuce, utiliser des mots simples. On croit toujours qu'il faut parler comme dans les livres. Mais non, hein? Faut aussi oser demander si on n'a pas compris. Pardon, tu peux répéter? C'est pas si dur. Notez les nouveaux mots dans un petit carnet ou sur votre téléphone. Moi, je le fais tout le temps. C'est un peu mon côté ingénieur. Je note tout, même les trucs improbables, genre « Attends, anticonstitutionnellement. Je sais jamais le dire celui-là, je bute à chaque fois. » J'adore. Moi, j'ai longtemps confondu poisson et poison. Encore parfois, j'hésite. Un N en plus et tu changes de dîner. Du coup, franchement, ces erreurs, c'est même rigolo parfois. Le principal, c'est, comme tu disais, d'accepter qu'on va se tromper. Mais c'est comme ça qu'on apprend, non? Oui. Et puis, écoutez des podcasts, même comme celui-ci, pour s'habituer au son, au rythme différent, parce qu'au fond, plus on entend la langue, moins on bloque quand il faut la parler. On finit par s'y sentir à la maison. Relax, quoi. Voilà, on a donné 7 astuces. Alors, on enchaîne? On va parler d'environnement maintenant, non? Absolument. Franchement, le déclic chez moi, ça a été quand j'ai mis du français partout chez moi. Je te jure, Sandra, j'avais des post-it sur la porte du frigo, sur le miroir de la salle de bain, puis j'ai mis mon GPS en français, même si une fois il m'a fait tourner en rond. Bon, ça, c'est une autre histoire. Ah, tu me fais rire. Moi, c'était un peu pareil, mais plus nature. J'allais dessiner des arbres dans le parc et j'apprenais à les nommer en français.
Je transformais cette passion pour la forêt en routine linguistique. Ça rend la pratique vraiment plus légère, je trouve. Et, faut pas hésiter à rejoindre des groupes, même virtuels. Les applis de tandem linguistique. Tu connais? Moi, j'en ai testé au moins 3. Parfois c'est bizarre. Parfois tu tombes sur des gens géniaux et ça booste vraiment l'envie de parler. Ah tiens, un jour, j'ai eu un message vocal d'un Français. J'ai rien compris, mais en le réécoutant, petit à petit, bam, tout s'éclaire. La persévérance. Hein? Ah, c'est tellement vrai. Et parfois, il suffit d'un mot compris pour débloquer toute une conversation. Ce côté lâcher prise. Enfin, ça change le rapport à la langue. Ok Bernard, t'es prêt pour la suite? On passe à comment on intègre tout ça dans la vie de tous les jours. Oui, alors, un truc qui marche super bien pour moi, c'est de glisser un mini rituel en français dans la routine du matin. Genre lire un article pendant le petit déjeuner, ou parfois suivre une recette en français et finir avec quelque chose d'improbable. La dernière fois, j'ai failli mettre du sucre dans la soupe. J'adore. Tu vois, moi, c'est la musique. Je me fais une playlist en français et je l'écoute quand je prends le métro ou quand je dessine. Ça ancre la langue dans des petits moments sympas. Et ce que j'aime bien aussi, c'est échanger 1 ou 2 messages vocaux par jour avec un partenaire linguistique. Même si c'est juste 10 minutes, ça fait avancer. Ouais, et changer les sources d'écoute. Podcast, vidéo ou même la télé, parfois les infos, ça aide à s'habituer aux différences d'accent, aux rythmes divers. Un jour tu piges 3 mots, le lendemain 10, et petit à petit, tu comprends une conversation entière. C'est carrément motivant. Et même dans les groupes locaux, genre les cafés linguistiques, c'est fun de sortir de sa zone de confort pour pratiquer en vrai. C'est là qu'on voit que les autres font aussi plein de fautes et on se juge moins, vraiment. Alors, pour continuer là-dessus, un petit conseil, commencez la journée chaque matin par lire une petite actu en français. Des fois c'est une blague, une BD, une mini-news, mais ça donne tout de suite le ton. Et surtout, parlez tous les jours, même peu de temps, 5-10 minutes. C'est pas la quantité qui compte, mais la régularité. J'ai un pote qui s'est fixé comme règle de parler chaque soir à sa coloc française. Même quand il est fatigué, il progresse super vite. Ah oui, et je dirais, faites-vous une playlist de chansons françaises qui vous plaisent vraiment. Ou trouvez des vidéos marrantes sur Internet, dessins animés, extraits d'émissions. L'idée, c'est de rendre le français joyeux, vivant, pas juste scolaire. Voilà, et à terme, ça devient naturel. Bon, on enchaîne? On parle un peu de motivation maintenant? La clé pour progresser, c'est la régularité. Même 10 minutes chaque matin ou chaque soir, ça change tout. Moi, par exemple, je lis une page de roman ou d'article en français en buvant mon café. Ça devient une sorte de rituel. Oui, et un partenaire d'échange linguistique, c'est précieux. Se donner un défi, genre tenir une conversation entière sur un thème ou apprendre 10 mots par semaine. J'avoue, parfois je me récompense avec un petit croissant quand je réussis à ne pas me planter sur une nouvelle expression. Ne partez pas encore. Rire. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de J'ai suite quelque dans la chose suite de l'épisode. super cool pour toi aujourd'hui. Salut à tous, c'est Sandra et tu écoutes French Listen, le podcast où on parle français sans se prendre la tête. Enfin, on essaie. Avec moi, comme toujours, le fabuleux, l'inarrêtable Bernard. Salut Bernard, t'es prêt? Prêt, motivé et franchement, limite surexcité. Franchement, ce thème aujourd'hui, c'est du vécu, tu vois. Et si on m'avait filé ces 7 astuces quand j'ai débarqué en France la toute première fois, comment dire, j'aurais failli passer moins de temps à galérer, sérieusement. Exact. Parce que, tu vois, parler français, c'est pas juste des leçons et de la grammaire. C'est comme oser plonger à la piscine alors qu'on nage, genre, pas trop bien, mais qu'on veut pas le montrer. Donc, on va te filer nos 7 meilleures combines pour parler avec confiance. Même si tu bégaies, même si tu te plantes, même si tu confonds pain au chocolat et chaussons aux pommes. Et tu vas voir,
Y a rien de sorcier, rien de scolaire. Enfin, c'est un peu l'école de la débrouille. Mais bon, on démarre? Ouf, faut qu'on en parle tout de suite, hein? Alors, la toute première astuce, c'est un peu... Je vais pas mentir, c'est la base. Tu vas te planter, mais c'est normal. Je te jure, la toute première fois que j'ai interviewé quelqu'un en français, genre... C'était au lycée. Je voulais paraître hyper pro, tu vois? Et là, bam! J'ai confondu confiance et confident. Sauf que la personne pensait que je voulais être son journal intime. Gros malaise, tu vois le genre? Mais franchement, à ce moment-là, je me suis sentie nulle. Mais après, tu ris de toi. Et c'est là que tu progresses. Mais carrément. Tu vois, la première astuce, c'est juste d'accepter « Ouais, tu vas te tromper ». Et en fait, c'est la meilleure façon d'apprendre. Je pense à Céline, une super pote française. Elle s'est vraiment débrouillée en anglais parce qu'elle faisait, mais alors, que des bourdes. On l'appelait Céline. Oups. Mais grâce à ça, elle a appris beaucoup plus vite, genre parce qu'elle avait pas peur du ridicule. Tu sais, je crois que les Français, ils trouvent ça cool, justement, quand quelqu'un ose se tromper et en rigole. Tu sais, le pouvoir de l'autodérision, c'est pas que pour les humoristes. Plus tu ris de tes petites bourdes, plus t'es à l'aise. Et puis, limite, toi-même, tu contribues à détendre toute la conversation. Perso, je trouve ça vachement libérateur. Ouais, et franchement, c'est un truc qui se ressent, hein? Quand t'as pas peur de te moquer de toi, de dire « Bon, voilà, j'ai dit un truc chelou, mais c'est pas grave », il y a comme une connexion, un côté humain. Bref, on se lance, on se plante, on recommence. En plus, qui n'a jamais mélangé croissant et croissante? Non mais sérieux. Bon, là, passons à du pratique. Genre, concrètement, comment tu fais pour pas rester bloqué? Moi, perso, j'ai 3 petites astuces. Premièrement, faut avoir toujours sous le coude des phrases toutes faites, genre « tu vois ce que je veux dire ?» ou alors « bref » ou « carrément » c'est pas grave, tu vois? Tu les balances, hop, t'as l'air super fluide. J'adore. J'avoue, j'utilise à mort « tu vois ». Je le place partout, c'est magique. Surtout quand je me rappelle pas trop du mot suivant. Mais vas-y, c'est quoi ta deuxième astuce? La deuxième, arrête de chercher compliqué, recycle des mots simples, genre si tu trouves pas le mot pour époustouflant, tu dis juste super, ou génial, ou un truc de fou. Honnêtement, ça marche dans 99% du temps. Et troisième point, le fameux ping-pong. Même quand t'as un trou, tu relances, genre ah, et toi? Ou et sinon t'en penses quoi? Et hop, la balle est dans l'autre camp. Mais oui, j'ai eu ce truc au marché hier. Tu sais, je voulais acheter du... Devine quoi? Du croissant. Et impossible de me rappeler du mot pour baguette de campagne. Du coup, j'ai tenté le pain long, tu vois, mais un peu rustique. Bah, au final, la boulangère a capté. C'est quoi, mon astuce infaillible? Prendre une pause, faire mine de réfléchir, genre Et comme disait mon mentor, respire, improvise, souris, c'est tout. Attends, jeu d'impro. Chacun sort une phrase toute faite en glissant croissant dedans. Vas-y, commence. Ok. Tu sais, la vie, c'est pas toujours un croissant tout chaud. Parfois, elle est plus proche de la biscotte. Pas mal. Allez. Bref, quoi qu'il arrive, tu déchires, même si t'as des miettes de croissant partout. On pourrait continuer comme ça. Mais bon, passons. Mais oui. Troisième astuce. Crée ton environnement cool, genre safe zone pour parler. Perso, y a rien de mieux que des groupes de conversation ou genre les applis de tandem. Tu sais, genre trouver un tandem patient, c'est en or. Et surtout, faut pas hésiter à demander « Tu peux me corriger ?» ou « On y va tranquille ?» Ça change tout.
Oui, et le truc que moi je recommande à fond, c'est ce que j'appelle le journal vocal. Tu t'enregistres sur ton téléphone, genre juste 30 secondes chaque jour. Quand tu réécoutes, t'entends tes progrès. Je l'ai fait la première fois. Oh là là, j'étais hyper gênée. Attends, je te fais l'imitation. Bon, aujourd'hui j'ai mangé un croissant avec du café. Voilà, c'était moi. Et t'imagines pas le nombre d'auditeurs qui nous écrivent en mode « j'y arrive » ou « je bloque encore, mais j'ose plus ». On a reçu 2 messages justement après notre dernier atelier, tu sais, un gars qui parlait à son chat en français et une fille qui s'était lancée à raconter sa journée, chacun son style, quoi. Carrément, ce qui compte, c'est d'y aller à sa façon. Il n'y a pas de parcours parfait, chaque progrès est unique. Et franchement, c'est ce qui rend l'apprentissage vivant, non? Alors, parlons du grand classique, la panique quand il n'y a plus rien dans la tête. Genre blanc total. Ça m'est tombé dessus, je te jure, à un déjeuner. Tous les Français parlaient, et moi, pof, je sèche, impossible de trouver mes mots. Mais tu sais, finalement, c'est pas grave d'avoir ce vide. Faut improviser, poser une question, sourire, respirer, et parfois, ça repart. Ah, ouais, complètement. Alors, mon astuce à moi, questions ouvertes. Tu gagnes du temps, et hop, l'autre personne relance. Genre, et toi, qu'est-ce qui t'a amené ici? Ou, t'as une anecdote marrante sur ce sujet? Mais sinon, il y a 3 choses que je conseille. 1. Prépare à l'avance une petite liste de questions. Hop, dans la poche. 2. Entraîne-toi à reformuler. Genre, utilise des mots plus simples quand ça bloque. 3. Sois un peu ambitieux. Engage une interaction courte chaque jour. Au marché, à la boulangerie, avec un voisin, même 2 minutes, ça suffit. C'est tellement vrai. Plus tu pratiques, plus le vide, il devient moins flippant. C'est comme si on apprivoisait le silence, en fait. Et puis, tu gagnes des réflexes, tu t'inventes des plans B linguistiques. Ça, c'est un vrai super pouvoir, je trouve. Là, on attaque un kiff, la culture pour apprendre. Il n'y a rien de plus efficace que d'associer un mot à une chanson, à une recette, à une scène de film. Quand j'ai découvert les expressions en écoutant Stromae ou en matant Le dîner de con, ça restait vraiment dans ma tête. Bien mieux que les listes de vocabulaire. Mais, ouais, genre, les séries françaises, c'est pas que pour rigoler en famille, c'est l'astuce top pour noter des expressions, surtout avec les sous-titres. Moi, y a pas une semaine où je mate pas un épisode de 10%. Je note les mots nouveaux et je les ressors en soirée, genre, pour crâner, mais bon, voilà quoi. Et je te dis, t'as déjà essayé les clubs de lecture, les dégustations de vin, ou même juste des events en ligne. Il y a plein d'ateliers en français, cuisine, jeux, tout ce que tu veux. Le vocabulaire s'imprègne beaucoup mieux quand il est lié à une expérience. Genre, j'ai appris le mot sommelière en testant un atelier de fromage-vin. Tu vois? Ça, c'est vraiment la magie de la culture. Tu retiens mieux, tu rigoles, tu vis le truc à fond. C'est plus fun de réciter le dialogue d'un film culte que de bêtement relire la fiche grammaire, non? Bon, et ce qui est dingue, c'est que plus tu t'amuses à intégrer la culture française dans ta vie, plus tu te sens, chez toi, dans la langue. Genre, tu cuisines une ratatouille, tu mets du Gainsbourg en fond, et hop, à table, tu racontes ta recette en français même si c'est bancal. C'est ça, la vraie immersion. Grave, faut littéralement plonger dans le bain culturel. Que t'habites à Paris ou que tu sois dans ton salon à Auckland, aujourd'hui, il y a des festivals, des ateliers virtuels, même des apéros Zoom où tout le monde parle français. Et à chaque fois, tu récupères des mots t'as juste à les ressortir. C'est comme un jeu de collecte Pokémon, mais avec des mots. Ouais, et tu gardes un carnet. T'inscris les mots marrants entendus à l'apéro ou la phrase cool entendue dans la bouche de ton prof de yoga. Plus tu revisites, mieux tu retiens. Et après, attention, tu peux même étonner les natifs. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises.
Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bonjour Seb. À tout à l'heure pour la suite de C'est une l'épisode. situation que beaucoup connaissent, j'imagine. On lit bien le français, on comprend un film, un podcast sans trop de soucis, mais voilà, au moment de parler, paf, ça bloque. Les mots ne viennent pas, on doute de sa prononciation et puis la confiance, elle disparaît un peu. C'est frustrant, non? Cette espèce de décalage. Oui, c'est très courant comme sentiment. Aujourd'hui, justement, on explore ça en profondeur. On va essayer de comprendre d'où vient ce blocage et puis surtout, on va chercher des stratégies, des pistes concrètes pour améliorer à la fois la prononciation et l'aisance. L'idée, c'est de trouver comment parler français avec plus de clarté et d'assurance. Tout à fait. Et pour ça, on a regardé pas mal de choses, des ressources assez variées en fait. On a des articles de blogs spécialisés, tu sais, le FLE, Maîtrise le français, Français authentique, ce genre de sites. Oui. Des plateformes comme SpeakMeters aussi. Et puis, chose intéressante, des discussions sur des forums type Reddit, où là, les apprenants partagent vraiment leur vécu sans filtre. Ah oui, ça c'est précieux. Oui. Et on a complété avec des vidéos d'experts, des articles sur l'immersion. Bref, on a essayé de croiser un peu les exercices pratiques, les conseils plus psychologiques et les retours d'expérience. Parfait. Donc, notre mission, si on peut dire, c'est de trier tout ça, d'en sortir l'essentiel, les astuces qui fonctionnent vraiment, pour passer de cette compréhension un peu passive à l'expression active. Alors, par où on commence pour démêler tout ça? La base, peut-être? Le son, la prononciation? Oui, bonne idée. Parce que c'est vrai que la peur de mal prononcer, ça peut être un frein énorme. J'ai vu ça dans nos sources, notamment un guide qui détaillait plein d'exercices. L'idée, c'est qu'on ne peut pas bien produire un son si d'abord on ne l'entend pas correctement. Exactement. Un peu comme un musicien, quoi. Il doit d'abord éduquer son oreille. Ça passe par quoi concrètement, cette éducation de l'oreille, tu vois? Ça passe beaucoup par ce qu'on appelle des exercices de discrimination auditive. C'est un peu technique comme nom, mais l'idée est simple. Entraîner l'oreille à faire la différence entre des sons français qui sont très proches et qui n'existent pas forcément dans sa langue maternelle. Tu vois, le fameux « u » de « tu » contre le « ou » de « tout ». Ah oui, classique. Voilà. Ou les voyelles nasales « en »,« i »,« on ». Des sites comme lepointduflet.net par exemple, ils proposent ce genre d'exercice très ciblé. C'est vraiment un travail pour affiner la perception. D'accord, donc étape 1, mieux entendre pour, logiquement, mieux reproduire. Mais le français a aussi cette petite difficulté, non? Le lien entre l'écrit et l'oral. Parfois, c'est pas direct. Un même son peut s'écrire de plein de manières. Comment on gère ça? Ah, ça c'est un vrai défi, clairement. Une technique qui est souvent recommandée, c'est de combiner l'écoute et la lecture. D'accord. Par exemple, lire un article tout en écoutant la version audio. Ou regarder une vidéo, mais avec les sous-titres en français, pas dans sa langue maternelle. Oui, important. Très important. Ou même utiliser des livres audio pour apprenants, tu sais, la collection Lire en français facile chez Hachette, par exemple. Le but, c'est vraiment de créer une association forte, tu vois, entre le mot écrit et le son qui va avec. Et quand on bute sur un mot, on le repère, on réécoute, on le décompose si besoin. Syllabe par syllabe. Oui. Syllabe par syllabe, et on répète. Et pour ceux qui veulent vraiment la précision ultime, il y a l'alphabet phonétique international, l'API. Ça revient souvent. Mais ça fait pas un peu peur, un peu technique, l'API? Si, ça peut faire peur au début, c'est vrai. Mais c'est un outil qui peut être super puissant. Il permet de visualiser les 36 sons du français. Et surtout, d'identifier très précisément ses propres points faibles. Ah, d'accord. Une source disait justement de ne pas le voir comme un passage obligé pour tout le monde, mais plutôt comme une sorte de loupe, tu vois, pour examiner les sons qui nous posent problème de façon récurrente. Et après, on peut cibler le travail. Par exemple, noter la transcription API des mots nouveaux ou difficiles dans un petit carnet. D'accord, donc l'API, c'est un peu l'outil de précision pour les cas difficiles. Et une fois qu'on a repéré ces points faibles, mettons une voyelle spécifique ou un enchaînement de consonnes comme le fameux R français qui donne du fil à retordre. Ah oui, le R. Comment on travaille ça de manière efficace, sans que ça devienne trop scolaire, trop ennuyeux Alors là, les sources insistent beaucoup sur la pratique ciblée et répétitive. Un peu comme un sportif qui fait ses gammes ou un musicien. D'accord, les gammes. C'est ça. Si c'est une voyelle qui coince, on peut la répéter en l'associant à des consonnes faciles. Papé-peu-peu, tu vois? Oui. Si c'est un enchaînement de consonnes compliquées, genre RGD dans « regarder », on le décompose.
ragorgir, puis gargir, et ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment d'automatiser le mouvement des muscles de la bouche. D'accord, rendre ça automatique. Exactement. Et puis il y a aussi des exercices d'articulation un peu plus ludiques qui sont proposés. Les virelangues, bien sûr. Les chaussettes de l'archiduchesse. Voilà, ce genre de choses. Ou alors un truc qui vient du théâtre, l'exercice du crayon entre les dents. Ah oui, comment ça marche? Tu tiens un crayon entre les dents et tu essayes de parler. Ça te force à exagérer l'articulation et ça ralentit aussi ton débit. C'est pas mal pour ceux qui ont tendance à manger leurs mots. Ça aide à prendre conscience de sa bouche. Le coup du crayon, c'est assez surprenant, ça bise. Mais je vois l'idée, oui. Prendre le contrôle physique de la parole. Et s'enregistrer, j'imagine que ça, c'est une étape importante aussi. Ah oui, absolument crucial. Ça, c'est souligné par plusieurs experts. Le truc, c'est qu'on a souvent une perception un peu biaisée de sa propre voix, de sa prononciation. On ne s'entend pas comme les autres nous entendent, c'est ça? C'est exactement ça. Donc s'enregistrer, que ce soit en lisant un texte ou en parlant librement, et puis s'écouter. Mais s'écouter de manière critique, hein, mais bienveillante quand même. Oui, pas se flageller non plus. Non, voilà. Ça permet de repérer objectivement les points à améliorer. Un son qui coince, un rythme peu haché, un manque de fluidité. Et après, on retourne à ses gammes, où on répète des phrases ciblées. D'accord. Donc, on a l'oreille, la mécanique de la bouche, le lien écrit-oral, l'auto-évaluation. Ça fait une bonne base technique, tout ça. Mais on le sait bien, maîtriser la technique, ça suffit pas toujours. Si la peur de parler est là, si elle prend le dessus, tout ce travail peut sembler un peu inutile. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème, pour beaucoup de personnes, non? Ce fameux « je comprends, mais je bloque au moment de parler ». Exactement. Et c'est là où les sources deviennent particulièrement intéressantes, je trouve, parce qu'elles explorent vraiment les raisons psychologiques de ce blocage. D'accord? Nathalie, FLE, par exemple, elle liste les plaintes typiques. J'ai pas assez de vocabulaire, je suis mal à l'aise, j'ai honte de mon accent. Et c'est essentiel, comme le dit aussi Français Authentique, de comprendre quelle est sa propre source de blocage. Parce que c'est pas la même pour tout le monde. Est-ce que c'est vraiment la peur du jugement, la panique? Ou est-ce que c'est plutôt la frustration de ne pas trouver les mots assez vite? Ou alors c'est peut-être la difficulté à suivre quand quelqu'un parle vite en face? C'est intéressant, oui. Parce que j'imagine que selon la cause, la stratégie pour débloquer sera pas la même. Si c'est la peur du jugement, juste travailler la prononciation, ça suffira peut-être pas. Précisément. Il y a des travaux sur ce qu'on appelle l'anxiété linguistique, FLC, formation en parle bien. Ça montre que cette peur, elle peut prendre différentes formes. Ça peut être la peur de l'interaction directe, ou le stress d'être évalué, même implicitement, tu vois, ou juste l'angoisse de ne pas comprendre ce que l'autre dit. Et les causes derrière ça, elles sont souvent profondes. La peur du ridicule peut être liée à des expériences passées, un manque de confiance dû à un apprentissage très scolaire, très théorique. Trop axé sur la grammaire, peut-être. Oui, voilà. Ou le perfectionnisme, cette idée qu'il faut parler parfaitement ou pas du tout. Ou simplement la peur de ne pas être compris. Et c'est important de ne pas se cacher derrière de fausses excuses du genre « Ah, mais mon niveau est trop bas » ou « Je vis pas en France », parce que ça empêche de s'attaquer aux vrais problèmes. D'accord. Alors justement, comment on s'attaque à ces racines psychologiques? C'est quoi la première étape pour débloquer la parole quand c'est la peur qui domine comme ça? Alors là, il y a un message qui revient, mais partout, dans quasiment toutes les sources. FLCC, formation, Speakmeters, Français Authentique, même les discussions sur Reddit. C'est l'acceptation de l'imperfection. Accepter de faire des erreurs. Oui. Accepter que faire des erreurs, c'est pas seulement inévitable, mais c'est carrément le moteur de l'apprentissage. Il y a un commentaire sur Reddit qui dit « Les seuls qui ne font pas d'erreurs sont ceux qui ne parlent jamais ». C'est pas faux. C'est ça. Il faut réussir à changer d'objectif, si tu veux. Viser la communication, l'efficacité, faire passer son message. Pas la perfection grammaticale ou phonétique absolue. D'ailleurs, même les natifs font des erreurs, hein, et les enfants, ils apprennent bien en se trompant. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, non? Quand on est là face à quelqu'un et qu'on sent le mot qui coince, la faute qui arrive, comment on fait pour être plus doux avec soi-même Cultiver cette bienveillance. C'est un vrai travail de fond, ça, c'est sûr. D'abord, peut-être réaliser que se juger trop durement, c'est contre-productif. Le stress que ça génère, ça bloque encore plus la parole. Le cercle vicieux. Exactement. Ensuite, comme le disait un intervenant sur Reddit, il faut aussi réaliser que la plupart des gens, les gens normaux, quoi, ils sont plutôt bienveillants. Ils apprécient l'effort de communication, même si c'est maladroit. Alors oui, il y aura toujours des gens pour juger, c'est vrai, mais
Il faut apprendre à ignorer les critiques qui ne sont pas constructives. Et puis, chercher activement des interlocuteurs positifs, ça c'est crucial. Un bon prof, des partenaires d'échange linguistique avec qui on se sent bien, des groupes de conversation, l'ambiance est relaxe. Trouver un espace sûr, en quelque sorte, pour pratiquer, c'est logique. Et une fois qu'on est dans cet environnement un peu protégé, ou même quand on se lance tout seul, est-ce qu'il y a des techniques pour se faciliter la tâche au début, pour que ça paraisse moins une montagne? Oui, il y a plusieurs stratégies pratiques qui ressortent. La première, c'est de simplifier son discours. D'accord. Pas besoin de vouloir faire des phrases super longues et complexes comme on le ferait à l'écrit. Des phrases courtes, avec la structure de base sujet, verbe, objet, souvent ça suffit largement pour se faire comprendre. La clarté avant la complexité, en gros. Et si le problème, c'est le manque de mots, ce fameux trou en pleine phrase qui fait paniquer? Alors là, il y a la technique de la périphrase qui est très utile. Si on ne trouve pas le mot boulangerie, on peut dire l'endroit où on achète le pain. Expliquer autour du mot. C'est ça, c'est une compétence à développer. Et puis, c'est aussi conseillé de se concentrer sur le vocabulaire qui est vraiment utile pour soi, pour parler de son quotidien, de ses centres d'intérêt. Pas la peine d'apprendre des listes de mots abstraits au début. Et une autre astuce, apprendre des phrases réflexes, des locutions courantes pour structurer son discours. Des trucs comme « d'accord, mais je pense que, en fait, c'est une bonne question ». Français authentique suggère de noter celles dont on a besoin et de se forcer un peu à les utiliser. D'accord, avoir de béquilles en quelque sorte. Une autre astuce que j'ai trouvée un peu contre-intuitive dans les sources, c'est le conseil de parler lentement. On aurait plutôt tendance à vouloir accélérer pour masquer les hésitations, non? Si, c'est une tendance naturelle, mais c'est une erreur apparemment. Parler vite, quand on est stressé, ça augmente l'anxiété et ça augmente aussi la probabilité de bloquer. Ah oui. Ouais, alors que ralentir consciemment son débit, faire des phrases courtes, marquer des petites pauses pour respirer, pour réfléchir et même pour avaler sa salive, comme le note très justement Français authentique, ça a plusieurs avantages. Lesquels? D'abord, ça donne du temps au cerveau pour chercher les mots. Ensuite, ça améliore la clarté pour la personne qui écoute. Et paradoxalement, ça donne une impression de calme, de maîtrise. C'est vrai que quelqu'un qui parle posément paraît plus sûr de lui? Exactement. Et c'est là que les exercices d'articulation dont on parlait avant, le crayon, les vire-langues, ils aident aussi. Parce qu'ils forcent à ralentir et à bien détacher les syllabes. D'accord. Donc, ralentir pour gagner en confiance et en clarté. C'est noté. Mais bon, tout ça, ça reste un peu théorique si on passe pas à l'action, si on ne pratique pas vraiment. Comment on se lance concrètement dans la pratique orale? Ah oui, la pratique, c'est la clé absolue. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut commencer tout seul. Ah bon? Comment? La technique du shadowing, par exemple. Imiter un locuteur natif, soit en même temps que lui, soit juste après. C'est excellent pour travailler le rythme, l'intonation, la fluidité. D'accord, le shadowing. Se parler à soi-même aussi, c'est une très bonne habitude. Se raconter sa journée à voix haute, décrire ce qu'on est en train de faire, ça peut paraître bizarre, mais c'est un super entraînement, sans enjeu. Oui, personne ne juge. Voilà. Lire à voix haute aussi, bien sûr. Et ensuite, pour passer à l'étape suivante, l'interaction avec d'autres personnes? Là, il faut multiplier les occasions, autant que possible. Les plateformes d'échange linguistique en ligne, genre Tandem, HelloTalk, c'est très populaire. Oui. Prendre quelques cours avec un tuteur en ligne Italki, Fepli, ça peut donner un cadre, un retour bienveillant et structuré. Rejoindre des clubs de conversation, que ce soit en ligne comme ceux de l'Académie française authentique ou de SpeakMeeters, ou en vrai, dans une alliance française, une association locale. C'est idéal pour pratiquer en groupe. Oui, l'effet de groupe peut être motivant. Tout à fait, et certains suggèrent même d'utiliser des chatbots, tu sais, l'intelligence artificielle, comme une première étape pour vaincre la timidité. L'important, c'est de trouver le format qui nous convient et de s'y tenir, d'être régulier. L'immersion revient aussi très souvent comme étant le top du top. Est-ce que ça veut forcément dire déménager, partir vivre en France ou dans un pays francophone? Pas nécessairement. Évidemment, un séjour à l'étranger, c'est hyper efficace. Ça, c'est clair. Il y a des témoignages qui le montrent, et même des études, EF GoBlog en cite, sur les bienfaits pour le cerveau de l'immersion, même courte. Ah oui. Oui, ça modifie le fonctionnement cérébral lié aux langues. Mais on peut aussi créer une sorte de bulle d'immersion chez soi. Comment? Changer la langue de son téléphone, de son ordinateur. Écouter la radio, des podcasts en français pendant les trajets, en faisant la cuisine. Regarder des films, des séries en VO. L'important, c'est l'exposition massive et régulière à la langue parlée, la langue authentique. Entendre beaucoup de français. C'est ça. Français authentique base d'ailleurs toute sa méthode là-dessous. Écouter, 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 pour que le français devienne plus naturel, pour commencer à penser en français sans toujours passer par la traduction.
Oui, cette idée de penser en français, ça semble être une étape clé pour devenir plus fluide, non? Ouais, tout à fait. Et ça rejoint la question plus générale de l'état d'esprit. Il faut essayer de cultiver une attitude positive, de croire en ses capacités, même quand c'est difficile. Pas facile, hein. Non, c'est pas facile. Et surtout, être patient. Apprendre une langue, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Français Authentique raconte l'anecdote d'une membre de son académie qui s'impatientait au bout de 2 semaines. Il faut accepter que ça prend du temps, faire confiance au processus. Se donner du temps. Voilà. Se rappeler son pourquoi aussi. Pourquoi on apprend le français? Pour les études, le travail, par passion. Garder ça en tête, ça aide à rester motivé quand on a des doutes. Et puis, dernier point mais essentiel, garder le plaisir. Ah oui. Choisir des sujets qui nous intéressent, des films qu'on aime, des interlocuteurs avec qui on s'entend bien. Si ça devient une corvée, si on se force tout le temps, on finit par abandonner. C'est logique. Un dernier point qui m'a marqué dans les sources, c'est le lien que fait Français Authentique entre l'hygiène de vie et l'apprentissage. Ça paraît évident, mais on n'y pense pas forcément. C'est vrai. Et pourtant, c'est fondamental. Un cerveau qui est fatigué, qui est mal nourri, qui est stressé, il apprend beaucoup moins bien. Donc, bien dormir, bouger un peu, manger correctement, ça fait aussi partie de la stratégie pour bien apprendre une langue. Il faut se voir un peu comme un athlète de l'apprentissage. Un athlète de l'apprentissage, j'aime bien l'image. Prendre soin de soi, c'est aussi mettre toutes les chances de son côté pour progresser. C'est une perspective intéressante. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, on voit bien qu'améliorer son français oral, c'est pas juste une question de technique, de bien prononcer les R ou les U. C'est un mélange complexe, en fait. Il y a le travail technique, oui, sur l'oreille, sur la bouche, mais il y a aussi, et peut-être surtout, tout le travail sur les blocages mentaux, sur l'acceptation de l'imperfection, sur le fait d'oser se lancer, de trouver les bonnes stratégies pour soi. Et puis, cultiver la patience et le plaisir dans tout ça. Tout à fait. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est de voir comment ces deux aspects, le technique et le psychologique, ils sont vraiment liés, interconnectés. Oui. Oui, on a parlé d'entraîner sa petite voix intérieure à bien prononcer, grâce à la phonétique, aux gammes, mais on a aussi vu à quel point le critique intérieur, cette autre petite voix, celle qui nous juge et qui nous bloque, peut être puissant. Ça ouvre une réflexion intéressante, non ? Ah oui, tout à fait. La question qui me vient là, pour aller un peu plus loin, c'est comment on pourrait faire pour que l'entraînement de cette petite voix ne soit pas seulement technique, bien prononcé, mais aussi psychologique ? Comment on pourrait, en même temps qu'on fait nos gammes ou nos virelangues, entraîner cette voix intérieure à devenir une alliée, une source d'encouragement plutôt qu'un juge sévère qui nous paralyse ? Est-ce que le travail sur l'articulation, sur le souffle par exemple, ça peut aussi aider à calmer ce dialogue interne, tu crois ? C'est une excellente question, une excellente piste de réflexion. Peut-être que le fait de prendre conscience de sa voix physique, de la maîtriser, de lui donner de l'assurance, peut-être que ça a un effet retour sur la confiance en soi globale et que ça aide justement à faire taire un peu ce critique intérieur. C'est vaste sujet. En effet. Voilà en tout cas de quoi réfléchir et, on l'espère, des pistes bien concrètes pour toutes celles et ceux qui ont envie de parler français avec plus de fluidité et de confiance. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse avec nous Merci à vous. et à très bientôt pour une nouvelle exploration.